Bonjour. Bonjour, bienvenue à ce tête-à-tête avec Lucas. Mon nom est Lisanne Groux, je suis la directrice de l'engagement et relations avec les donateurs. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient déjà vu là, pendant les tête-à-tête, si vous avez déjà participé. Je vous remercie énormément d'être présente et présent, de prendre du temps dans vos agendas, votre temps chargé pour vous informer de l'impact que vous avez pour les familles atteintes de cancer. Ben, les familles d'enfants atteints de cancer, je m'excuse. Que ce soit parce que vous avez fait un don, vous avez participé à une de nos activités, vous avez fait du bénévolat avec nous, donc vous êtes toutes et toutes impliquées avec nous, engagées avec nous. On commence à l'heure parce qu'on veut être respectueux de votre temps. Donc, j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous là, qui prenaient votre heure de dîner pour être avec nous. Puis ça, on est très respectueux et reconnaissant de ça. On vise à ne pas dépasser 45 minutes pour que vous puissiez retourner à vos occupations régulières. À la fin de la discussion, il va y avoir du temps pour des questions ou pour faire des commentaires. Ça va être dans la section questions-réponses. C'est le petit icône en bas de votre écran. On voit Q&A. Donc, c'est là où vous pourrez poser vos questions ou faire vos commentaires. Fait qu'on va c'est notre petit rituel là, du début des tête-à-tête. On va essayer, voir si ça fonctionne bien en attendant que l'ensemble des participants finissent par accéder au Zoom. Donc, je vous invite à aller écrire dans la question-réponse d'où vous venez, parce qu'on a des gens de partout à travers le Québec. Donc, j'ai quelqu'un ici de Granby, Québec, Montréal, Québec, Longueuil, Lavaltrie, Lévis, Lévis encore, Québec. Mon Dieu, vous êtes impliqués à Québec. Montréal, Sorel-Tracy, Mauricie, Centre du Québec, bonjour. Québec encore, Gatineau, Saint-Lambert, Vaudreuil-Dorion, j'ai Sainte-Hélène-de-Bagotte. Ah, ça, je ne sais pas c'est où. Je m'excuse. Vous voulez me donner plus d'infos sur Sainte-Hélène-de-Bagotte? J'apprécierais parce que je ne connais pas ça. Carignan, Shawinigan, Notre-Dame-des-Prairies, Brownsburg-Chatham, moi je connais ça. Saguenay. Donc, ça fait le tour du Québec. On a des gens de partout. Donc, ça, c'est le fun. J'apprécie. C'est le fun de savoir qu'on a des gens engagés en camp partout au Québec. Euh, donc, aujourd'hui, la discussion, ça va mettre en lumière la collaboration étroite de l'EUCAN avec le phare Enfants-Famille pour offrir à chaque enfant et à chaque famille le soutien dont ils ont besoin dans la période des soins palliatifs pour qu'ils aient accès à un environnement chaleureux, que chaque famille soit soutenue avec compassion. Donc, maintenant, j'aimerais vous présenter ma collègue Maryse Chevalier. Maryse est conseillère en soins palliatifs et deuil de l'UQAM. Allô, Maryse. Allô, Allô, Lisanne. Salut. Et Antonietta Petit, pardon, infirmière conseillère en soins palliatifs et suivi deuil au phare Enfants et Famille. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on va faire un petit sondage, un petit vrai ou faux, pour voir si vous connaissez un petit peu les soins palliatifs. Donc, vous allez voir ça devant vous. Donc, vrai ou faux? Est-ce que le soutien en soins palliatifs pédiatriques est introduit au moment où le décès de l'enfant est imminent? Alors, est-ce que cette affirmation-là est vraie ou est fausse? Donc, je vous donne un petit 30 secondes pour y répondre. Alors, est-ce qu'on a la réponse? La réponse, moi, je ne le vois pas. Ah oui. Donc,
Plusieurs d'entre vous, 71 d'entre vous avaient répondu faux et c'est la bonne réponse. Donc, peut-être, Antonietta, tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur cette affirmation-là, puis pourquoi c'est faux. Oui, donc les soins palliatifs en pédiatrie peuvent être introduits dès l'annonce d'un diagnostic de maladie qui met la vie de l'enfant en danger. Et le suivi peut durer plusieurs mois et même plusieurs années tout au long de la trajectoire de la maladie, la fin de vie par la suite, mais ça peut durer vraiment un petit peu. Contrairement à l'adulte où les soins palliatifs sont introduits plus en fin de vie, alors que chez l'enfant, c'est vraiment tout au long de la trajectoire. Merci. Maintenant, ben, je vais passer à toi, Maryse. Maryse, ça fait de nombreuses années que tu travailles à l'UQAM. Parle-nous un petit peu de ton rôle. Oui, ben, je vais mettre de côté mon rôle en lien avec les services du deuil parce qu'on parle aujourd'hui des soins palliatifs. Alors, mon rôle à l'EUCAN est beaucoup plus auprès de l'équipe du service aux familles, moins directement avec les familles. Donc, mon rôle à moi, c'est formation, coaching, counseling auprès de l'équipe service aux familles qui, elle, est aux premières loges là, sur le terrain, comme on dit. Donc, en plus de ça, quand c'est pertinent, donc quand ça c'est adéquat, je peux aller rencontrer l'équipe école, quand il y a un jeune en situation de soins palliatifs qui peut parfois vouloir revenir à l'école et tout. Donc, ça, c'est mes rôles, auprès de l'équipe et de la clientèle. Puis sinon, à un autre niveau, je suis aussi représentante de l'EUCAN auprès des partenaires et des équipes de soins palliatifs et de deuil, dont le phare fait partie. Alors, avant d'aller plus loin, moi, je voulais prendre quelques instants pour faire une distinction entre les soins palliatifs et la fin de vie parce que la majorité des gens pensent que c'est une seule et même situation. Alors, les soins palliatifs, c'est le moment où où la maladie, pardon, ne peut plus disparaître. Alors, quand la guérison n'est pas possible, il reste seulement quelques traitements à visée palliative dans cette situation-là. Alors, la période de soins palliatifs, comme Antonietta le disait, peut durer de quelques mois à quelques années selon la trajectoire de la maladie. C'est toujours du cas par cas. Donc, les soins palliatifs peuvent être quand même sur une longue période versus la fin de vie, qui, elle, consiste aux dernières semaines de vie. Donc, c'est vraiment une case à part du reste des soins palliatifs. C'est la suite logique, mais vraiment le dernier morceau. Alors, vous comprendrez que c'est les équipes médicales, hein, qui font, ces conclusions-là. C'est pas moi ou d'autres gens, qui arrivent à ce constat-là. Puis les équipes médicales, ont souvent de la difficulté à estimer la période, de fin de vie. On donne parfois des délais flous et c'est voulu parce que les familles peuvent être parfois en grande crise, évidemment, dans cette situation-là. Alors, nous, pour notre équipe service aux familles, c'est vraiment pertinent quand les équipes médicales nous partagent cette information-là, parce qu'on peut faire un meilleur accompagnement avec les familles. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les services de l'EUCAN se poursuivent même dans ces périodes difficiles-là. Les conseillères aux familles, les massothérapeutes, les éducatrices à la salle de jeu demeurent présentes et la fréquence des suivis ou des services peut être plus grande pour essayer de venir en aide aux différents besoins qui peuvent être grandissants dans ces familles-là. Mais malgré tout, on a des limites et c'est pour ça qu'on a voulu, dans les dernières années, développer une entente avec le phare pour que nos familles en soins palliatifs et fin de vie puissent avoir accès à plus. Alors, l'été passé, je suis allée rencontrer l'équipe du phare où j'ai fait la connaissance d'Antonietta. On est allé visiter les lieux et je lui passe la parole pour parler des différentes choses possibles au phare. Oui, bonjour. Donc, juste pour rapidement, dans mon rôle d'infirmière conseillère en soins palliatifs pédiatriques au phare, mais j'accompagne beaucoup d'enfants et la famille tout au long de la trajectoire de la maladie et aussi dans la trajectoire de deuil aussi par la suite. Et juste pour compléter ce que Marie disait, mais dans le fond, les soins palliatifs en pédiatrie, c'est vraiment toute la trajectoire de la maladie, la fin de vie, puis aussi le suivi de deuil. Ça fait vraiment tout ça fait partie des soins palliatifs pédiatriques. Je vais vous nommer rapidement un peu la mission du phare et qu'est-ce qu'on fait au phare. Puis après ça, plus loin avec Marie, on va aller comme plus en détail dans les différents services. Donc, juste pour dire que le phare, c'est la première maison de soins palliatifs au Québec qui a été fondée en 1999. Au début, c'était des bénévoles qui allaient à domicile. Il n'y avait pas de lieu physique. Et le phare qui a été construit, et là, les familles peuvent venir au phare. La maison, elle est située à Montréal et on dessert toute la population du Québec. Les services sont offerts aux enfants, mais aussi à la famille. La famille, ce n'est pas juste les parents, c'est la fratrie, les grands-parents, les personnes significatives aussi. Ça peut être un parrain, un oncle, une tante.
qui est important aussi, c'est que tous les services sont gratuits au phare et nous avons plusieurs clientèles aussi au phare pédiatrique. Donc, on a des enfants qui ont des maladies cardiopulmonaires, des maladies génétiques, des maladies orphelines et on a aussi les enfants atteints d'un cancer chronique au phare. Il y a les différents services qu'on a, plus spécifiquement pour la clientèle en oncologie, mais c'est des séjours de gestion de symptômes et de fin de vie, les activités du programme Rétiner la mémoire, des soins infirmiers évidemment et médicaux. Donc, on a des infirmières au phare. On a un accompagnement psychosocial aussi tout au long de la trajectoire de la maladie et du deuil. Et on a différents professionnels au phare, dont bien évidemment les pédiatres, médecins, praticiens, infirmières cliniciennes, préposés aux bénéficiaires, travailleurs sociaux, psychoéducatrices, spécialistes en loisirs adaptés, coordonnatrices des services aux familles, accompagnateurs, bénévoles qui sont formés aussi, donc nos précieux bénévoles qu'on apprécie aussi beaucoup. Donc, c'est un peu ça le phare, et c'est vraiment d'accompagner l'enfant et sa famille, puis pour avoir des moments en famille aussi tout au long de la trajectoire de la maladie, puis d'être ensemble aussi, c'est important. Voilà, c'est un peu ça le phare, puis tantôt, on va aller un peu plus en détail. Oui, merci Antonietta. On s'est prêté au jeu, Antonietta et moi, pour essayer de rendre ça un petit peu plus concret pour ceux qui ne sont pas aussi près de notre réalité. On a inventé une mise en situation, on a inventé une famille pour vous partager un peu les différentes options possibles et un peu mettre en lumière là, le partenariat entre le camp et le phare. Alors, voici notre petite histoire. On parle de Emma et sa famille. Donc, Emma a 11 ans. Elle aime pratiquer le patinage artistique. Elle aime la peinture, la musique et les animaux. Elle est en traitement depuis plus d'1 an, moment où le camp est rentré dans sa vie. Et en plus de ses parents, Mario et Claire, elle a une sœur de 8 ans qui s'appelle Mia et qui aime aussi beaucoup la peinture. Et un jeune frère, Loïc, 6 ans, qui adore, lui, les super-héros et faire des Legos. La famille habite à Montréal et reçoit ses traitements au Children. Alors, l'équipe médicale nous informe, la famille nous informe qu'ils viennent d'avoir une mauvaise nouvelle, une récidive pour Emma, et que les options de traitement sont limitées et de type palliatif. Alors, évidemment, ça ajoute une ombre au tableau des parents qui sont déjà épuisés par le rythme de vie qui est associé au traitement et aux limitations qui s'ajoutent à une vie de famille qui est déjà bien remplie. Alors, les services déjà en place avec le camp, comme la massothérapie à domicile offerte par Lucie et les services offerts par la conseillère aux familles Julie, s'intensifient. Donc, la fréquence des visites à domicile peut se rapprocher. Les différentes occasions pour prendre des nouvelles, téléphones, courriels, rencontres en CH sont plus fréquentes, toujours dans l'objectif de répondre aux besoins grandissants de la famille. La massothérapeute en CH et l'éducatrice à la salle de jeu, ben, elle aussi demeure disponible pendant leur visite médicale. Alors, toute l'équipe de Leucan entoure la famille et travaille dans la même direction, donc d'offrir les meilleurs services possibles à Emma et sa famille. C'est pourquoi, avec le changement de situation qui vient de se produire et les besoins grandissants de la famille, leur conseillère Julie parle des services du phare aux parents d'Emma. Au début, ils sont un peu réticents à ajouter un nouveau milieu, des nouvelles personnes, mais ils réalisent que les services disponibles sont vraiment intéressants pour toute la famille. Alors, dans le doute, Julie leur propose de les accompagner pour la visite du phare, ce que la famille accepte. Alors, Julie m'informe que la famille souhaite rencontrer l'équipe du phare. Alors, à ce moment-là, moi, je rentre en contact avec Antonietta et son équipe pour l'informer du souhait de la famille. Et évidemment, avec approbation, bien, on partage un peu d'informations sur leur réalité pour permettre à l'équipe du phare de prendre contact avec eux. Donc, à ce moment-là, c'est Antonietta qui prend la relève. Oui, donc je spécifie que souvent la première visite au phare, ben, c'est comme faire un premier pas vers une maison de soins palliatifs pédiatriques. Souvent, démystifier aussi l'endroit, c'est pas comme chez les adultes non plus. Souvent, l'image que les parents ont d'une maison de soins palliatifs, c'est celle en adulte. Donc, ça permet justement de démystifier tout ça, d'apprivoiser l'endroit, l'espace et le personnel. Donc, une fois que j'ai l'approbation de Julie d'appeler la famille, je vais appeler la famille pour valider leur désir toujours de venir visiter le phare. Je valide aussi ce qu'ils ont retenu du phare. C'est pas qu'ils ont compris du phare aussi. C'est juste comme pour voir ce qu'ils ont retenu, compléter les informations, s'il manque des informations, répondre à des questions aussi. Valider ce qu'Emma sait sur sa condition médicale aussi à elle. Est-ce qu'elle a compris de où est-ce qu'elle est rendue dans sa maladie, la fratrie aussi, où est-ce qu'ils sont rendus dans tout ça pour pouvoir par la suite les accompagner selon les besoins. Je vais aussi les informer que toute la famille est
de la bienvenue lors de la visite, donc ils peuvent venir tout le monde ensemble. Les informer de la durée de la visite aussi, hein, c'est à peu près une heure et demie, dépendant. Des fois, ça peut aller jusqu'à 2 heures, mais souvent 1 heure et demie, c'est pas mal le temps que ça dure. Valider les intérêts des enfants aussi, pour que quand ils viendront pour la visite, on pourra quand même organiser une petite activité pour eux aussi, pour qu'on puisse, à un moment donné, comme parler juste aux parents, puis que la patrie, puis l'enfant puisse faire une activité, puis se familiariser avec le personnel aussi. On valide aussi si Emma, elle aime les chiens, parce que nous, on a un chien Mira avec nous qui s'appelle Dipsy. Donc, si jamais, des fois, ça nous aide dans l'introduction, d'entrer dans la maison aussi. Puis ça, dans mon appel, mais je vais contacter Julie, dans le fond, pour l'informer de la date qui est convenue pour la visite avec la famille. Exact. Donc, à ce moment-là, Julie met la date à son agenda et est présente pour la famille aussi. L'objectif d'ajouter Julie dans cette première rencontre-là, c'est d'essayer de rassurer un peu la famille puis de faciliter le contact avec un nouveau milieu. Donc, quand c'est nécessaire, on peut le faire, mais c'est pas obligatoire. Dans ce cas-ci, Julie considérait que c'était pertinent de s'ajouter. Donc, on aime bien ça quand la conseillère vient aussi, fait que ça nous permet comme d'avoir une autre personne aussi qui connaît la famille, puis de faire le lien aussi avec le phare, parce que souvent les familles suivies en oncologie, ben, ils ont leur grande équipe qui est l'oncologie, donc c'est avec eux qu'ils ont un lien de confiance. Fait que là, c'est de venir dans un autre endroit qu'ils ne connaissent pas, puis de vraiment établir un lien de confiance pour la suite possible de gestion de symptômes fin de vie. Donc, c'est important. Donc, la conseillère est comme le lien un peu qui fait le pont entre le phare et le camp et le phare. Donc, lors de la première visite, mais pour le cas d'Emma, Emma est arrivée avec sa sœur Mia, qui a 8 ans, et ses 2 parents. Le frère Loïc, lui, les parents ont décidé de le laisser chez les grands-parents pour cette visite-là. Donc, quand ils arrivent, moi, souvent, je fais la visite avec la travailleuse sociale. Fait que dans ce cas-ci, ce sera avec Marion. Dans le fond, on est deux pour faire la visite. Fait comme ça, ben, pour faire le premier contact, les débuts de création d'un lien de confiance aussi, on est deux. On introduit Dipsy parce que Emma, on nous a expliqué qu'elle aimait les animaux, qu'elle aimait les chiens. Donc, Dipsy est là, présente à la visite. Elle accueille la famille avec nous. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va se déposer par la suite dans une pièce. Ça peut être soit une chambre qui est libre ou la salle de musique pour un peu prendre le pouls de comment arrive la famille, les émotions, s'ils ont des questions rapidement, la dynamique aussi entre eux, pour voir un petit peu comment ça va. Dans ce cas-ci, Emma, elle aime beaucoup les chiens. Elle suit, Amy, elle a la laisse, Dipsy, elle suit avec la laisse, tout ça, ils s'en vont dans la chambre et tout. Une fois qu'on a fait ça, ben là, on fait la visite des lieux. Donc, on va aller voir les chambres, on a des suites familiales aussi pour quand on a des séjours de gestion de symptômes. Les suites familiales, c'est comme 2 chambres qui se connectent ensemble. Donc, ça permet d'avoir plus d'espace pour la famille. Souvent, s'il y a les grands-parents qui sont là, les personnes significatives, ça permet d'avoir un espace. D'un côté, l'enfant peut se reposer, puis de l'autre côté, il y a les parents ou la fratrie. Donc, ça permet tout ça. On fait aussi la visite de la piscine, de salon commun, la cuisine avec les cuisinières qui sont sur place, qui font les repas. Donc, s'il y a des allergies, des intolérances, elles regardent tout ça, puis elles font des bons repas pour les familles. On a notre salle de musique, notre salle multisensorielle aussi. Donc, on fait un peu le tour du phare. Et par la suite, on retourne à la pièce où on était au début pour voir un peu s'ils ont des questions, voir un peu comment ils ont trouvé leur visite. Et pendant la visite, j'ai oublié, on a une spécialiste des loisirs adaptés. Donc, dans le cas d'Emma, c'est Christine qui s'est jointe à nous pendant la visite pour établir un petit peu un lien de confiance avec Emma et sa sœur Mia. Donc, une fois rendue à la chambre, ben, Christine propose une activité peinture aux 2 sœurs. Elles acceptent. Donc, elles s'en vont avec Christine dans la salle des loisirs adaptés. Et nous, on reste avec les parents. Puis là, à ce moment-là, on peut regarder un petit peu comment ils ont trouvé la visite. Des fois, ça génère des émotions aussi pour les parents de faire la visite, de voir les lieux, de voir les autres enfants aussi. Donc, on prend un peu le temps pour ça. On leur explique un peu plus en détail les différents services à faire au phare aussi. Donc, on leur explique en détail les séjours de gestion de symptômes, les séjours de fin de vie, les différents services aussi, dont la massothérapie pour l'enfant et pour la famille, la zoothérapie, les docteurs Clown viennent faire un petit tour au phare aussi. Le programme Cultiver la mémoire qui permet de créer des bons moments en famille, d'être ensemble puis de faire des choses le fun ensemble aussi. Ça peut être soit des moulages, ça peut être de la peinture, aller dans la piscine tout le monde ensemble parce que c'est pas possible ailleurs. Ça peut être de faire une autre activité. La famille, c'est important pour eux. Ça peut être n'importe quoi. S'ils aiment se déguiser, ça peut être tout le monde se déguise, faire de la musique ensemble, tout dépendant
de c'est quoi leur intérêt. On va vraiment selon l'intérêt de l'enfant et de sa famille, puis qu'est-ce qui est important pour eux, puis qu'est-ce qu'on veut créer ensemble aussi. Donc, ensuite, on leur donne les informations aussi pour le premier 24 heures, parce qu'habituellement, après la visite, on a un premier 24 heures où toute la famille peut venir encore une fois, prendre un premier 24 heures où est-ce qu'ils prennent comme rencontrer les différents intervenants, encore plus comme le médecin, la travailleuse sociale prendre un moment avec elle, rencontrer les préposés, les infirmières, vraiment s'imprégner de la vie du phare et faire des activités ensemble aussi, apprivoiser l'espace et tout ça. Donc, on leur explique tout ça, on répond à leurs questions et tout. Et ensuite, c'est le retour à la maison et on va prévoir le premier 24 heures avec la famille. On va proposer des dates pour le premier 24 heures. Donc, c'est à ce moment-là où est-ce que je contacte Julie. Oui, c'est ça. Quand les dates sont choisies, Julie est informée. Ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce contact privilégié-là, parce que Julie peut planifier un appel avec la famille avant le premier 24 heures, aller valider peut-être des craintes, des choses comme ça. Elle peut aussi planifier un appel après pour prendre des nouvelles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ajoute un suivi vraiment serré et approprié à la famille que d'être en contact toujours entre chacune des étapes. Alors, le jour du premier 24 heures arrive. Donc, l'arrivée, c'est souvent autour de 10 heures, pour permettre d'avoir toute la journée, la soirée, la nuit, puis le lendemain matin. Donc, Emma arrive avec sa maman. C'était décidé que maman arriverait avec Emma vers 10 heures et le papa allait arriver plus en après-midi avec la fratrie qui finissent l'école puis qui s'en viennent après. Donc, c'était ça, avec Emma, c'était ça l'entente. Donc, moi, j'accueille la famille. En fait, Emma et sa maman. On s'installe dans l'une des suites familiales aussi. On leur montre un peu les choses, comment ça fonctionne et tout. Ensuite, Emma demande de faire de la peinture. Donc, on lui apporte du matériel à la chambre. Elle fait sa peinture, tout ça avec sa maman. Ensuite, il y a le médecin de garde qui est là cette journée-là, qui va rencontrer la maman. Donc, il y a quelqu'un qui peut rester un petit peu avec Emma pendant que maman rencontre le médecin. Ensuite, Emma demande de voir le corridor de la forêt enchantée, parce qu'on a un corridor où est-ce que c'est une forêt enchantée, puis il y a des phosphorescents aussi avec la lumière, donc elle avait le goût d'aller faire ça. Elle fait ça. Ensuite, c'est l'heure du repas. Donc, Emma demande pour manger à la chambre. Donc, on va chercher le repas, on s'en va dans la chambre, on les installe, on les laisse manger, tout ça. Ensuite, Emma, elle est fatiguée. Donc, elle a fait une sieste et maman peut rencontrer la travailleuse sociale Marion, justement, pour avoir un petit temps pour elle. L'arrivée du papa et de la fratrie par la suite. Donc, eux, ils décident finalement de faire une activité piscine. Donc, toute la famille s'en va dans la piscine avec Emma. Ils prennent des photos, on les aide à prendre des photos de famille et tout ça. Ensuite, c'est l'heure du souper. Donc, toute la famille soupe. Ils ont décidé de souper dans le salon, dans la cuisine, le salon commun. Donc, ils mangent tout le monde ensemble là-bas. Et ensuite, ils ont décidé de faire une activité cinéma dans la chambre parce qu'on a des télévisions dans les chambres, justement dans ces chambres-là. Toutes les chambres, en fait, on a le Wi-Fi aussi, tout ça. Donc, ils décident de regarder un film popcorn, tout le monde ensemble, dans le grand lit, dans la chambre. Ensuite, c'est le dodo. Puis le lendemain matin, c'est le déjeuner. Puis après ça, le départ, souvent avant midi. Tout ça. Fait qu'ils ont pu rencontrer différentes personnes, ils ont rencontré des spécialistes en loisirs adaptés, ils ont pu faire des activités, ils ont vu le médecin, les infirmières, les préposés sont introduits aussi pendant le premier 24 heures, tout ça. Donc, ça a été un premier séjour ensemble, un premier 24 heures pour vraiment, puis pour la fratrie aussi, de visiter, de voir, parce que Loïc n'était pas venu, fait que Emma a voulu faire la visite aussi à son frère du phare. Donc, c'était elle qui menait le bal, qui me faisait faire la visite aussi. Donc, c'est un peu ça, la 24 heures d'Emma. Et suite à ce séjour-là, moi, j'ai contacté Julie directement pour lui expliquer un petit peu comment s'était passé le premier 24 heures et tout ça. Et ensuite, par la suite, Emma et sa famille vont venir 2 autres séjours de gestion de symptômes, comme j'expliquais, mais plus pour faire des activités en famille. Donc, ils ont fait des moulages, ils ont eu de la massothérapie, ils ont eu d'autres séances de piscine aussi et une séance de photos familiales parce qu'il voulait avoir des photos de famille. Donc, on a pu faire tout ça. Par la suite, l'état clinique d'Emma se dégrade. Emma mange de moins en moins. Le soulagement de la douleur est beaucoup plus difficile.
elle se déplace avec difficulté aussi. Emma, elle ne peut plus rester debout toute seule. Donc là, la famille se dit, ben là, c'est difficile à la maison, on veut avoir un endroit où est-ce qu'on est plus on se sent plus en sécurité, est-ce qu'on se sent bien aussi, puis qu'on peut être papa, maman, puis les soins, on peut les laisser à l'équipe aussi. Donc, vu que le lien avait été créé avec le phare, mais la famille demande de venir au phare. Donc, je vais avoir une discussion avec Julie. Justement, je vais avoir une discussion aussi avec l'équipe traitante en oncologie, mais pas juste moi, mais mon équipe, donc le médecin aussi, pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a comme médication, qu'est-ce qui se passe dans tout ça. Et ensuite, on accueille Emma pour un séjour de gestion de symptômes. Donc, toute la famille peut être là. Et on ajuste la médication, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe, tout ça. On accompagne les parents et la famille aussi, la fratrie, voir un peu qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, après ça, l'état clinique d'Emma, cette fois-ci, elle se détériore de jour en jour et elle se retrouve en fin de vie active. Donc, on voit vraiment qu'on est dans la phase de fin de vie active. Donc, on va accompagner la famille là-dedans, comment parler à la fratrie aussi. Hein, souvent, on va donner des informations aux parents, on va les aider. Les meilleures personnes pour parler à la fratrie, les parents, ils ont besoin juste d'être accompagnés. Puis des fois, on peut être présent avec eux, des fois non, tout dépendant des besoins de la famille. Donc, on les accompagne. Voilà. On s'assure du soulagement puis du confort d'Emma, qui est une priorité aussi pour qu'elle soit bien, qu'elle soit confortable. Puis au fond, c'est beaucoup s'amuser jusqu'au bout de la vie. Donc, même si elle est en fin de vie active, la musicothérapeute, on peut avoir de la zoo aussi, on peut avoir des activités dans la chambre aussi un peu plus tranquille, mais tu sais, elle est capable de faire tout ce qu'elle est capable de faire, elle peut le faire jusqu'au bout. Donc, on l'accompagne là-dedans, on lui permet de faire des choses ensemble. Puis la massothérapie, souvent en fin de vie, des fois ça fait du bien aussi. Fait que tout dépend des besoins d'Emma, on la suit là-dedans. Et puis pendant ce séjour-là, c'est sûr que nous, on reste en contact avec Julie parce qu'on la tient au courant pour qu'elle puisse, après ça, soutenir la famille aussi. Donc, on se parle régulièrement. On se dit, ben, on est rendu à telle étape, tout ça. Donc, ça permet. Puis elle peut contacter la famille aussi, si je ne me trompe pas, Maryse, même s'ils sont forts, ils peuvent se parler aussi. Oui. Et à la demande de la famille, c'est sûr, ils veulent rester au phare jusqu'au bout. Donc, la fin de vie d'Emma se passe au phare. Donc, Emma décide pendant la soirée. La famille est présente, les grands-parents ont pu être là aussi, la fratrie était là aussi. Donc, les grands-parents pour la fratrie, c'était comme une aide pour les parents aussi. C'était pas tout seul, parce qu'il y avait leur peine qu'Emma décède, mais il y avait aussi la fratrie aussi à soutenir. Donc, voilà. C'est comme ça que pour puis après ça, on a pu proposer à la famille. On envoie une carte habituellement à la fin, puis après quelques semaines, puis on fait des appels aussi, puis on propose aussi le programme de suivi de deuil par la suite à la fin. Puis on reste en contact évidemment avec Julie pour voir un peu comment va la famille, comment ça se fait le retour à la maison, tout ça. Tout à fait. Merci Antonietta. On a essayé de vous faire une histoire véridique, intéressante et tout. L'objectif, c'était vraiment de montrer que dans cette situation-ci, nos deux associations ont vraiment à gagner l'une de l'autre, puis la coopération, elle est présente et au final, c'est la famille qui est gagnante. Donc, de s'allier comme ça dans des moments sombres, ben, ça permet de créer un peu de lumière. Alors, on est bien fiers de cette entente-là qui a été officialisée là, en novembre dernier, mais ça faisait plusieurs mois qu'on y travaillait. Alors, bien contente de cette entente. Je pense que c'est à moi de reprendre la parole. Ben, on va prendre les questions à partir de maintenant. Antonietta, quand tu répondras, si tu peux parler un petit peu plus devant ton micro parce qu'à certains moments, le son était plus bas. Donc, j'ai une question ici. Bon, est-ce que les services de soutien en soins palliatifs s'adressent spécifiquement qu'aux parents? C'est peut-être toi qui peux répondre à ça, Antonietta. En fait, les services ne s'adressent pas juste aux parents uniquement, justement. C'est autant aux parents qu'à la fratrie, puis aussi à la famille, les grands-parents, les personnes significatives aussi dans la famille, parce que souvent, les parents, ils ont leur peine à eux, ils ont la fratrie aussi, ils ont l'enfant malade aussi à soutenir et tout ça, puis d'avoir aussi à
à accompagner leurs proches, mais ça peut être difficile pour eux parce que ça devient comme beaucoup, ça devient comme un fardeau supplémentaire parce qu'ils ont déjà leur propre peine, leur enfant, tout ça. Donc, nous, on peut accompagner aussi les grands-parents, les personnes significatives, répondre à leurs questions aussi. Souvent, eux se sentent démunis aussi, ils ont leur propre peine aussi. La peine, le grand-parent a la peine de son enfant qui perd son enfant. Donc, c'est tout ça. Donc, nous, on peut les accompagner là-dedans. On peut accompagner les parents aussi à comment parler à leurs proches aussi, comment s'organiser dans tout ça, comment faire leurs demandes aussi, leurs besoins, comment les nommer aussi. Donc, on peut tout faire ça. Donc, c'est vraiment, ça s'adresse vraiment à toute la famille, puis la famille élargie, puis on les accompagne, puis on les aide à... Donc, Merci. OK, j'ai une autre question ici. Peut-être pour toi, Maryse. À part entrevoir le décès de leur enfant, quelles sont les autres options de la famille? C'est quoi la part de Leucan dans ce contexte-là? Oui, mais j'en ai parlé un peu tantôt. Les informations qui découlent du médical sont très précieuses pour notre équipe parce que ça nous permet de nous placer dans une meilleure position pour accompagner la famille. Donc, on a vraiment un bel avantage à ce niveau-là. Fait que notre équipe conseillère, masso, éducatrice à la salle de jeu, quand ils ont cette information-là, sont encore plus en mode écoute, en mode on va aller prendre des nouvelles, on va être présent pour répondre aux besoins. Il n'y a pas toujours des besoins qui s'ajoutent de façon instantanée, mais d'être encore plus vigilante dans notre approche, dans notre présence. Et souvent, les familles vont avoir 2 tiroirs, comme j'aime le présenter. Ils savent, puis ils savent pas. Fait que souvent, ils vont butiner entre ces 2 tiroirs-là. Oui, je sais que la fin approche, mais d'être toujours dans la finalité, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, c'est très anxiogène, c'est difficile de profiter du moment présent. Donc, des fois, ils vont changer de tiroir pour, ben, on est dans le moment présent, on vit ce qu'on a à vivre, des beaux moments, on peut remplir notre sac à dos de beaux souvenirs. On sait que la réalité va nous rattraper. Donc, ça nous prépare, nous, comme conseillères aussi, à Leucan, d'être en mode proaction, plus que d'être en mode attente de la famille. Fait qu'on en prend encore plus soin que le reste du temps. Merci. J'ai pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un qui... j'en ai d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres services offerts suite à un décès, Maryse? Oui, ben nous, à Leucan, on a une belle offre de services. J'en ai pas parlé parce qu'il y a eu quand même tout un tête-à-tête là-dessus, mais je vais peut-être profiter de quelques instants, comme la question est posée. Mais nous, à Leucan, la conseillère demeure présente. La massothérapie à la maison se poursuit. Donc, normalement, les visites à l'hôpital sont arrêtées parce que le jeune n'est plus en traitement. Mais ça, c'est le rôle qui se poursuit. Puis moi, avec tout le service, tous les services aux activités, services aux familles endeuillées s'ajoutent. Donc, on a des groupes de partage virtuels, des séjours en présence de couples, des séjours seulement pour les mères, seulement pour les pères, des ateliers d'art-thérapie pour la fratrie. Alors, on a une belle gamme de services pour accompagner les familles lors du décès. Et puis, nous, on accompagne les familles jusqu'à 10 ans après le décès. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'on ne voit pas partout. Et puis, on sait que le deuil, c'est chacun à son propre rythme. Donc, on essaie vraiment d'avoir une couverture qui répond à une grande majorité des besoins. Donc, voilà pour ce qui est de notre côté. Antonietta aussi a des suivis de deuil qui ont lieu chez vous. Le programme de suivi de deuil. Donc, on a l'équipe psychosociale qui fait du suivi Peux-tu individuel. parler un petit peu plus Oui, devant ton micro? je m'excuse tout d'un coup. Fait que dans le fond, c'est ça, on a des suivis individuels, des suivis de couple, des suivis familiales. On a des groupes aussi pour parents endeuillés. On a commencé aussi un groupe pour des papas endeuillés aussi. On a aussi les ateliers avant la période des fêtes aussi, où est-ce qu'on fait un atelier familial, où est-ce qu'il n'y a pas juste les parents, mais la fratrie puis la famille qui peut venir. Et on a aussi les cérémonies commémoratives qu'on a à chaque année aussi. Donc, on a vraiment plusieurs... puis notre équipe est en train de s'agrandir, donc on va avoir plus de services aussi, bientôt. Super. J'ai une question aussi pour toi, Antonietta. Si on reste à Québec, est-ce qu'il y a une maison à Québec aussi ou il y a une seule maison pour l'instant du parent? En fait, nous, on est à Montréal, mais à Québec, la maison, voyons, Laura des Merveilles, qui est à Québec directement. Oui. OK, parfait. Si on veut être bénévole pour le camp ou le phare, où doit-on s'adresser? Nous, sur le site de Leucan, il y a un formulaire que vous pouvez remplir
pour demander à être bénévole. Donc, c'est lecamp.qc.ca. Vous pouvez aller voir, je pense que c'est comment s'impliquer, puis vous pouvez faire une demande. Les demandes de bénévolat sont quand même assez rigoureuses parce qu'on travaille avec des clientèles vulnérables, tout ça. Fait que, attendez-vous à avoir un questionnaire là, quand même très complet. Et, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Maryse, là, mais on est très, on adore nos bénévoles, mais on est très piqués Oui, sur c'est nos ça. bénévoles. Mais une fois qu'ils sont avec nous, par exemple, On on les les garde garde, longtemps. c'est ça. Pour toi, Antonietta, Et au phare aussi, c'est sur le site enfant, le phare enfants et famille. Donc, ils ont juste à aller voir au niveau des bénévoles, puis il y a les coordonnées là, pour comment faire la demande, tout ça. Puis nous aussi, il y a quand même, c'est un processus pour s'assurer d'avoir les bénévoles. Ouais. super. Ben, j'ai pas d'autres questions. Je peux peut-être laisser, si jamais il y a quelqu'un, on aurait le temps pour une dernière question, si jamais quelqu'un a une question supplémentaire. Ah, il y a quelqu'un qui nous remercie d'exister. Donc, le commentaire c'est de Manon Gosselin, vous faites sûrement la différence dans la vie des familles. Vous êtes un service essentiel en symbiose professionnelle et surtout humain. Merci d'exister. Ben, merci Manon de ce commentaire-là. Donc, j'ai une dernière question, c'est la dernière qu'on va prendre. Faites-vous des ateliers adressés aux parents pour aborder l'anxiété en lien avec le fait de se préparer à la mort de leur enfant? Marie, est-ce qu'on a ce genre d'atelier-là ou d'accompagnement-là spécifiquement par rapport à l'avant? On n'a pas d'atelier fait, je vais dire, de groupe, là, mais on a un projet qui est quand même bien débuter de père accompagnateur, donc dans une situation où un parent en soins palliatifs pourrait bénéficier de quelqu'un qui est passé par là pour mieux le préparer, l'accompagner et tout. Ce serait possible avec quelqu'un qui est passé par là. Puis nous, nos conseillères peuvent aussi faire ce bout de chemin-là avec eux. Donc, ils ne sont pas obligés de rester seuls, mais il n'y a pas de formule de groupe où on va adresser ça là, spécifiquement de notre côté. De l'autre côté non plus, on n'a pas de groupe, on a nos travailleurs sociaux qui font vraiment tout au long de la trajectoire de la maladie. Donc, ils vont accompagner les familles, les parents dans tout ça, justement, pour les préparer. Ben, merci. C'est maintenant le mot de la fin. Donc, j'aimerais te remercier, Antonietta, pour d'avoir accepté de nous parler des services du phare avec intérêt, bienveillance. Là, on sent toute la passion que tu as pour ce sujet-là. C'est vraiment fantastique qu'on puisse avoir un allié comme ça pour travailler avec les familles. Puis, un immense merci à ma collègue Maryse qui a su nous expliquer avec autant de compétences et de passion sur le sujet qui est offert par l'équipe de Leucan. Donc, ça, c'est vraiment, c'est très précieux. Et un merci immense à ma collègue Anne Marcotte, que vous n'avez pas vue, mais qui a assuré la régie de ce tête-à-tête-là. Et finalement, merci à vous d'avoir pris le temps sur votre heure de dîner pour nous écouter puis pour en apprendre un petit peu plus sur l'accompagnement des soins palliatifs à Leucan et au phare. Donc, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une belle fin de dîner. Au revoir. Merci. Merci. Merci.